Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, et c'est toujours Héronym qui est au pilotage de cet épisode. Et on est dans l'épisode 20, et oui, le 20e épisode, et bah vous savez ce que ça veut dire, puisque je vous en avais parlé durant l'épisode 19, on va mettre en place un concours pour les 200 abonnés qui ont été dépassés largement maintenant, puisque bon là vous continuez de vous abonner aussi nombreux, là la dernière vidéo elle a reçu, c'est l'une des vidéos les plus vues de la chaîne, c'est incroyable, vous êtes incroyable. Donc du coup concours, comment ça va se passer? Il y a un lien dans la description tout simplement, il faudra suivre au moins la chaîne YouTube ici pour pouvoir y participer, et en plus vous aurez des chances supplémentaires de gagner en étant abonné soit sur Twitter, soit sur Facebook aux pages ou au compte de la chaîne. Et surtout, qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner? Parce que bon, c'est peut-être un peu ça qui vous intéresse. Tout simplement, 3 deckbox que je fais gagner. Des deckbox des Alcov Flipbox de Ultra Pro. Je vais vous offrir les gold bien dorés, bien pimp. Puisque comme ça on sera assorti. Puisque moi, mon deck Téchar, il est dans cette box là. Et que, en fait, je les trouve super bien. Voilà. Je vous avoue, j'en ai acheté une autre bleue. Voilà, bah oui, bleu, logique. Et que je les trouve vraiment géniales, parce que bon, j'avais vu les anciennes Mana Flipbox qui étaient plutôt moyennes, et celles-ci elles ont été améliorées, franchement je les trouve très pratiques pour le commandeur. On peut mettre un deck double slivé de 100 cartes, ou alors simplement slivé avec les jetons à côté, voilà. Bon, vous avez compris l'idée, et franchement elles sont bien, elles sont classe, elles sont résistantes, elles sont vraiment résistantes pour le coup. Donc là je vous avoue que je vous fais plaisir avec ces 3 deckbox du coup, que donc 3 d'entre vous pourront gagner en participant à ce concours. Alors jusqu'à quand est-ce que je vous laisse pour participer? Ça va être très simple, ça va être jusqu'à fin mai, donc jusqu'au 31. Voilà, donc le 1er juin, je tirerai au sort qui c'est qui a gagné. Et puis du coup, la boutique avec laquelle je travaille vous enverra directement les deckbox. Et si jamais vous voulez que je la dédicace, je sais pas, ou que je dédicace, que je mette un petit mot, voilà, pourquoi pas, on sait jamais, des fois qu'il y en a qui veulent vraiment un petit message avec, écoutez, je ferai, hein, voilà, on fera comme on peut. C'est pour vous faire plaisir après tout, et pour vous remercier, donc voilà. Sinon, aujourd'hui on parle de quoi? Parce que vous avez joué certainement à la guerre des Planeswalkers, vu que vous avez été nombreux à regarder l'analyse de l'extension. J'ai aussi pas mal joué, mais en plus j'ai dit pas mal de conneries dans la dernière vidéo, alors là, j'en ai dit une chier, mais il y avait des commandants qui m'intéressaient pas mal. Alors il y en a 2 que j'ai construits en fait avant même la sortie de l'extension. Je me suis juste permis de faire des proxys des 2 cartes en question, enfin des 2 commandants, c'était Plume pour tester, pour voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Et le deuxième, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Neheb, champion de la Horde de l'Effroi. Alors pourquoi Neheb plus particulièrement? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte là en faisant la vidéo, parce que bon, je me suis dit je vais faire un script, un deck tech classique, et regarder un petit peu les prix, voilà, et j'ai regardé, et je me suis dit mais c'est vachement budget en fait, et c'est très bon, parce que pour l'avoir testé du coup, il y a des combos infinis, ou des moments où en fait vous dégueulez tout ce que vous avez dans le deck quasiment, et ça peut partir un peu en n'importe quoi, et c'est pas cher. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être le bon filon, pour le coup, d'avoir ce commandant-là, qui nous propose du coup un deck très efficace. Bon, certes, beaucoup à accès autour du commandant, c'est sûr, mais quand même à un moindre coût. Et franchement, pour le commandeur, c'est assez original. Alors, on va rappeler avant toute chose que, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, écoutez, faites-vous plaisir, allez-y, cliquez dessus, et puis comme ça vous pourrez participer au concours derrière. N'hésitez pas non plus à vous arrêter à tout moment de la vidéo pour dire que vous aimez celle-ci ou que vous l'aimez pas. À ne pas hésiter à rajouter des commentaires sur des cartes, des trucs que j'ai oublié de préciser, ou alors des idées que vous avez par rapport au deck, ou alors carrément une autre idée de deck par rapport à Neheb. Mais bon voilà, on va en reparler un petit peu tout de suite. Donc Neheb, qu'est-ce qu'il fait? C'est une créature légendaire zombie, minotaure et guerrier 5-4 qui coûte 4 dons 2 rouges avec le piétinement, donc des bonnes stats déjà, et en plus à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker, vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes. Si vous faites ainsi, piochez autant de cartes et ajoutez autant de mana rouge. Jusqu'à la fin du tour, ce mana ne disparaît pas au moment où les étapes et les phases se terminent. Bon, du coup, alors qu'est-ce qui m'intéressait dans Neheb? Neheb, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un deck de bourrin. Alors, c'est un deck de bourrin, oui, certes, mais c'est un deck de pioche aussi. C'est un deck... alors, cet effet qui est sur la carte, en fait, le fait de pouvoir défausser puis ensuite repiocher, c'est ce qu'on appelle du looting, généralement. Donc, c'est le fait de... Enfin, ça va dans les deux sens. C'est soit défausser autant de cartes qu'on veut, puis ensuite... Enfin, un certain nombre de cartes, puis ensuite piocher autant. Ou alors, piocher un certain nombre de cartes, et ensuite défausser autant. C'est
généralement assez admis dans les deux cas. Donc du coup voilà, ça c'est l'effet général. Il y a d'autres effets qui s'en rapprochent, et justement en fait j'ai tourné le deck un peu autour de ces effets, et aussi autour du fait que on veut que Neheb tape fort. Donc du coup il faut qu'on fasse en sorte que le champ de bataille soit disponible pour Neheb, pour qu'il soit efficace dès qu'il arrive. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte d'avoir les meilleures cartes possibles pour aider Neheb. Donc du coup, le fait de défausser, piocher, le fait de faire du looting, ça va être très intéressant pour le deck, et c'est justement l'un des éléments principaux. Neheb le fait tout seul, mais évidemment, nous on va s'intéresser pour le reste des cartes à d'autres effets qui peuvent faire pareil. Alors déjà, petite note sur le commandant, Neheb coûte 2 centimes actuellement en français. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets les premiers prix français pour des cartes en bon état, enfin en étant excellent. Sauf exception dont je vais parler, je pense très prochainement d'ailleurs. Oui, puisqu'on commence avec ça. Donc voilà. Alors évidemment, on va commencer par parler de comment faire en sorte que Neheb soit dans les meilleures conditions pour combattre, quelles cartes vont l'aider. Et pour ça, on va rentrer direct dans le vif du sujet, quelque chose que j'avais abordé direct quand j'ai vu Neheb, quand je vous ai parlé de sa capacité. Je vous ai dit, il y a moyen de faire des combos infinis, tout simplement en faisant une phase d'attaque infinie. Et justement, répéter les phases d'attaque, c'est un bon moyen pour Neheb pour pouvoir faire en sorte de procer plusieurs fois durant le tour sa capacité, de pouvoir relancer du coup une phase d'attaque, etc. Donc de voir un petit peu si c'est possible de faire une boucle infinie. Et pour ça, j'ai plusieurs cartes. Il n'y en a pas énormément dans le jeu qui font ça, mais j'en ai plusieurs. Il y a tout d'abord Seize the Day, un rituel. Alors, je pense qu'en français, il s'appelle faire feu de tout bois. Alors oui, c'est bizarre, donc moi, je préfère Seize the Day. Tout le monde le connaît plus sous ce nom-là. Ça coûte 4, dont un rouge, c'est un rituel qui dit dégager la créature ciblée. Après cette phase principale, vous avez une autre phase de combat suivie par une autre phase principale. Et ça, le flashback pour 3, dont un rouge. Alors là, moi, je vous ai mis le prix anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait elle était rééditée dans Ultimate Masters, et que du coup cette version là est beaucoup moins chère que l'autre version que vous pouvez trouver en français, qui est beaucoup plus ancienne, et du coup qui va coûter plus cher, en étant en fait en moins bonne qualité. Donc du coup autant se faire violence un petit peu, et acheter la carte en anglais beaucoup moins cher, voilà. Très bien, Seize the Day. Alors du coup là c'est vraiment, on parle pas de faire des phases de combat supplémentaires, on parle de faire des phases de combat avec une créature. Donc du coup Neheb évidemment, le but étant éventuellement d'accumuler plus de mana. Imaginons que vous avez fait plus que 4 mana durant la phase de combat précédente. Du coup vous pouvez lancer Seize the Day pour ensuite du coup refaire une phase de combat avec Neheb, qui va ensuite du coup vous reproduire plus de mana. Vous pouvez éventuellement encore le relancer en flashback, éventuellement comme il vous coûte moins cher, ça sera encore plus intéressant. Et du coup comme ça vous avez accumulé un petit stock de mana au fur et à mesure, et vous avez utilisé juste une petite partie pour faire en sorte que Neheb continue d'augmenter le mana que vous avez. Donc voilà, ça j'aime beaucoup, et ben après on va voir ce qu'on va faire avec ce mana évidemment, mais pour le moment on s'occupe du combat. On a Assaut Implacable, un rituel qui lui dégage toutes les créatures qui sont attaquées ce tour-ci, et cette phase principale est suivie d'une phase de combat supplémentaire, puis d'une phase principale supplémentaire. Ça coûte 4, dont 2 rouges celui-là. Donc voilà, pour le même prix que Seize the Day, finalement on se retrouve avec quelque chose qui s'occupe de toutes les créatures. Et bah écoutez, c'est vachement fort en fait, enfin, ça permet vraiment de justement utiliser le mana qu'on a pu produire avec Neheb, et de dire bon on va encore en produire plus. Pareil, alors là on est plus sur du combo infini, mais avec des petites subtilités. C'est le Batailleur Escoufle en Fer, une créature dragon qui coûte 6 dont 2 rouges, une 5/5 vol célérité, et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 7 dont 2 rouges. Si vous faites ainsi, dégagez toutes les créatures attaquantes, et cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse ici, c'est que on n'est pas sûr après la phase de combat, et c'est ça qui est dommage, parce que du coup il y a un petit décalage entre la capacité de Neheb et la capacité du Batailleur Escoufle en Fer. La capacité du Batailleur Escoufle en Fer, c'est quand il attaque. Neheb, c'est quand il a infligé des blessures. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a un petit décalage. En fait, le Batailleur Escoufle en Fer, finalement, il faut que vous arriviez avec l'une des autres cartes que je viens de citer, et avec celle qui va arriver ensuite, tout simplement, enfin bon, si vous avez celle qui arrive ensuite, normalement, en fait, vous n'avez même pas besoin de Batailleur Escoufle en Fer, hein. Mais avec les précédentes cartes, en fait, le but serait de faire en sorte de faire une phase de combat supplémentaire en ayant produit suffisamment de mana pour que le Batailleur Escoufle en Fer puisse encore faire derrière une phase d'attaque. Voilà, donc et du coup partir sur une combo infinie en fait où vous défaussez de toute votre main, que vous, enfin cette carte, et du coup vous pouvez refaire. Alors là, du coup, est-ce qu'on va suffisamment avoir de cartes? Ça c'est une autre catégorie dont je vais vous parler après, parce que là on est vraiment sur le combat en lui-même, mais étant donné que les cartes dans la main sont le gaz même de Neheb, en effet il va falloir qu'on s'intéresse à ça un peu plus tard.
Sinon, bah du coup, la combo infinie, elle est là, c'est Aggravated Assault, ou plutôt en français, Escalade de violence, qui coûte 3, dont un rouge, c'est un enchantement, et en fait, pour 5, vous dégagez toutes les créatures que vous contrôlez, et après cette phase principale, vous avez une autre phase de combat, suivie par une autre phase principale, et vous pouvez faire ça uniquement en rituel. Et du coup, bah, ça, c'est là où on est intéressé, c'est qu'en fait, c'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo de Neheb, enfin de la vidéo précédente, c'est Neheb, avec cette carte-là, c'est une combo infinie. À partir du moment où vous avez 5 cartes en main, c'est bon, parce que vous vous attaquez, vous défaussez les 5 cartes, vous récupérez 5 mana, 5 cartes, et du coup vous avez 5 mana pour refaire une phase de combat. Tant que vous avez quelqu'un à bourrer, que vous avez au moins une blessure qui passe, c'est bon. Et du coup, ben, éventuellement, s'il peut y avoir plus que 5 cartes, et du coup produire plus de mana que nécessaire, et ben du coup ça vous permet de lancer des sorts derrière gratuitement, etc. Et là, franchement, pour l'avoir testé et être tombé sur cette combo, eh ben c'est vachement fort. Tout simplement, c'est vachement fort. De toute façon, c'est une carte à combo, tout comme le batailleur Escouffle en Fer, et tout comme d'autres cartes. Alors après, en dehors du fait de justement refaire des phases de combat, il y a aussi autre chose. Je vous avais parlé durant la précédente vidéo, comme quoi j'aimais beaucoup le fait que les créatures qui avaient des effets quand elles attaquaient ou quand elles faisaient des blessures, j'aimais beaucoup le fait qu'elles aient la célérité. Parce que c'est vrai qu'un tour complet à attendre que Neheb ne se fasse pas gérer, alors que bah évidemment si en face il n'y a pas de... Ah bah mince, moi j'ai pas de quoi bloquer, ils savent très bien qu'il va se passer des trucs. Donc du coup ils vont réagir, ils vont se dire, attends, plutôt que d'éviter de mettre un bloqueur qui va quand même pas faire l'affaire, est-ce qu'on n'essaierait pas de gérer la créature en elle-même? Et là, bah, c'est la solution en fait. Mais du coup, là, ma solution à moi, c'est tout simplement de donner la célérité à Neheb. Et pour ça, j'ai pas mal de cartes à vous proposer. J'ai Urabrask le secret, une créature légendaire Praetor qui coûte 5 dont 2 rouges, qui est 4-4 et qui donne la célérité à vos créatures, mais en plus, et là c'est un gros plus, il fait en sorte que les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagées. C'est-à-dire que même si vos adversaires essayent de mettre des bloqueurs avec des grosses faces pour bloquer les 5 de force de Neheb, et ben Urabrask les fait arriver engagés, et du coup ça fait un tour pendant lequel ils ne peuvent pas bloquer. Et dans d'autres decks ça aurait peut-être été un peu moins intéressant, mais du coup dans celui-ci ça l'est énormément. Donc Urabrask, moi je le trouve vraiment au top pour ce deck. Ensuite, on a quelques cartes classiques pour donner la célérité, de terrain, le village Champire et les remparts d'Einver. Einveir. Bon, on s'en fiche de la deuxième capacité des remparts, hein, voilà, c'est juste cette capacité qui donne la célérité, tout comme le village. Ensuite, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la colère. Donc, un élémental, enfin, pardon, pas un élémental, c'est une créature qui coûte 4, dont un rouge, une 2-2 qui a la célérité, mais en plus, quand il est au cimetière et que vous contrôlez une montagne, toutes les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Et là, alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, tu peux le défausser avec Neheb, mais du coup, si tu défausses avec Neheb, c'est que Neheb a déjà attaqué, donc du coup, il n'a pas besoin de la célérité. Oui, mais j'ai mis d'autres effets de looting qui coûtent moins cher que Neheb, qui coûtent genre 1 ou 2 mana, et du coup, vous pouvez défausser tout simplement la colère, et piocher une autre carte, et comme ça, vous avez la colère au cimetière déjà toute prête pour que Neheb puisse arriver en ayant la célérité. C'est pas parfait, ça? C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on a le marteau de Puforo, c'est un artefact enchantement, voilà. La ferveur, un enchantement aussi, pour 3, donc voilà, qui donne la célérité à toutes vos créatures. C'est du classique, c'est très classique. Et ensuite, moi, il y a une autre chose qui m'intéressait beaucoup dans Neheb, c'est le fait que c'est au moment où il affiche des blessures de combat. Parce que quand c'est à l'attaque, quand c'est un trigger à l'attaque, c'est évident que, bah voilà, il fait une fois, il attaque une fois, fini. Il n'y a plus qu'à faire une autre phase d'attaque pour redéclencher sa capacité. Mais là, on parle de blessures. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la double initiative, évidemment. Et là, j'ai pas mal de cartes qui sont vraiment intéressantes pour ça. J'ai des équipements, ben, j'en ai un, mais il y en a d'autres qui vont venir après pour d'autres capacités. On a eu le Hurle-Feu, qui coûte 3 et 2 à équiper, et qui donne la double initiative à la créature, très bien. La Brume de Sang, un enchantement qui dit que au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Très bien, pas besoin que ce soit toutes les créatures, mais juste une, c'est bien. Et pas besoin non plus que ce soit au tour des autres, hein, c'est juste quand nous on attaque. Le Carnage des Berserkers, un enchantement qui dit que les créatures attaquantes que vous contrôlez ont la double initiative. Là, bon, là c'est pour tout le monde, du coup c'est bien. La Rage de Bataille Témurienne, un éphémère qui coûte 2 et qui donne la double initiative jusqu'à la fin du tour à la créature ciblée. Et en plus le piétinement si vous contrôlez une force de 4 ou plus, parmi vos créatures. Ça on s'en fiche un petit peu parce que bon, Neheb a déjà le piétinement, donc on n'en a pas vraiment besoin. Après, bon, plus que la double initiative, bah, j'ai aussi l'initiative avec la Mascarade Stansienne, qui donne l'initiative aux créatures attaquantes que vous contrôlez, qui a un coup de folie en plus, voilà, je vous en avais parlé, c'est que, bah, du coup, si vous défaussez de la carte en question, et qu'elle a un coup de folie, vous pouvez la jouer au moment où vous la défaussez, voilà, vous la placez en exil, le temps de résoudre tous les effets de la carte qui l'a fait défausser, ou de la capacité,
et ensuite derrière vous la mettez, vous la payez en coup de folie, vous la mettez sur le champ de bataille. C'est très bien du coup, ça permet d'utiliser les cartes que vous défaussez, et pas juste de les foutre à la poubelle quoi. Donc du coup la mascarade sentencienne, voilà, bon j'aime bien. C'est vrai que ça peut aider face à certaines créatures, certaines capacités qui peuvent être un petit peu gênantes. Le contact mortel par exemple, tout simplement. Et justement le contact mortel avec le piétinement, c'est dément. Pour ceux qui ne le savent pas en fait, le piétinement en fait fonctionne de manière à ce que quand la créature qui a le piétinement a infligé un nombre de blessures mortelles à la créature qui la bloque, le reste des blessures va passer au-dessus et va aller sur le joueur qui est le joueur défenseur. Le truc, c'est que il n'est pas dit que ça doit être un nombre de blessures équivalent à l'endurance de la créature. Il y a juste dit des blessures mortelles. Et le truc, c'est que le contact mortel fait en sorte que la première blessure est déjà mortelle. Et du coup, le reste des blessures va passer au-dessus. Donc même en se faisant bloquer par une créature qui est plus grosse que soi, enfin qui est plus grosse que sa force en fait, Neheb en fait va tuer la créature et passer outre du coup avec son piétinement. Donc du coup j'ai quelques cartes j'ai que 2 cartes qui le donnent, malheureusement il n'y en a pas énormément non plus. J'ai le fléau de la Gorgone, un équipement pour 2 et 2 à équiper. La créature équipée gagne +1 +1 et elle a le contact mortel. Donc très bien, contact mortel super, et le +1 +1 en bonus. Du coup tout à fait adapté pour Neheb. Et l'autre c'est tout simplement le collier de basilic, Oula, j'ai essayé de rajouter trop de S. Qui coûte 1 et 2 à équiper, la créature équipée a le contact mortel et le lien de vie. Alors le lien de vie en plus ça fait plaisir, c'est toujours bien parce que bon on va quand même se prendre des patates dans la gueule aussi. Hein. Faut quand même l'avouer, s'il y a des decks aussi aggro en face, il y a moyen justement qu'on se prenne un retour de bâton régulièrement parce que on fait trop de choses, tout simplement. Alors un petit équipement que j'ai beaucoup aimé, c'est la lame du héros qui coûte 2 et 4 à équiper, qui donne +3 +2 à la créature équipée, mais surtout, c'est ça qui m'intéresse, à chaque fois qu'une créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez lui attacher la lame du héros. Globalement c'est bien en fait dans tous les decks où les commandants sont agressifs, en eux-mêmes que c'est eux qui attaquent. Puisque voilà, du coup vous l'attachez gratuitement. Et pour Neheb c'est très bien parce qu'il a le piétinement, donc du coup ça en fait une 8-6 au moment où il arrive sur le champ de bataille si la lame du héros est déjà là. Et si en plus il a la célérité, alors là c'est le jackpot. 8-6 au tour 4 et qui peut attaquer direct et qui a la célérité et qui a eu un gros boost, eh ben c'est parfait. On a le passage des malandrins, tout simplement pour éviter de bloquer de se faire bloquer par des créatures trop emmerdantes. Alors on a un autre, lui c'est pas vraiment qui donne des bonus au combat, c'est un bonus en lui-même, c'est Neheb l'éternel. Il coûte 5, c'est une 4-6 affliction 3, donc toujours zombie, minotaure et guerrier, c'est l'autre version de Neheb, enfin la première, en mono rouge. Et au début de votre deuxième phase principale, ajoutez un mana rouge à votre réserve pour chaque 1 point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Donc du coup, si jamais vous n'avez pas cette carte en main à défausser pour pouvoir faire du mana, ou que tout simplement Neheb il a fait pas mal de blessures, mais il a pas assez de mana pour quand même lancer les sorts qu'il veut, et du coup l'autre Neheb il dit oui mais c'est bien t'as fait des blessures, donc du coup moi je dis je te fais du mana en plus, voilà, t'as du mana rouge en plus, parfait, écoutez, vraiment parfait. Donc pour le coup j'aime bien cette petite synergie qu'il peut y avoir entre les deux, ou si le premier si Neheb, notre commandant Neheb a un coup de mou, en fait l'autre peut dire juste en infligeant des blessures c'est suffisant, je te fais faire du mana, voilà. Donc du coup c'est toujours pas mal. Et comme on a besoin de mana, du coup on a toujours besoin de plus de mana. Surtout qu'il y a une chose quand même à dire sur Neheb, c'est qu'étant donné que la stratégie du deck va autour du commandant, il faut quand même qu'on ait moyen de produire suffisamment de mana pour lancer des sorts, même s'il n'est pas là. Parce que bon, il y a peut-être un moment où il va se faire, imaginons il va se faire transformer en 0-1 indestructible, avec un enchantement à la con, et là on n'est pas dans la merde, voilà. Parce que du coup, j'ai pas grand chose pour réussir à gérer ça. Et du coup, il nous faut quand même des moyens de produire pas mal de mana. Et voici mes solutions. On a Nyktos, le reliquaire de Nyx, qui fait du mana en fonction de la dévotion. On a l'ancienne tombe qui fait 2 mana pour 2 points de vie. On a la carte d'expédition justement qui permet d'aller chercher ces 2 terrains et même d'autres par la suite. On a aussi quelques équipements, l'épée de l'animiste qui donne +1 +1. Alors elle coûte 2 et elle s'équipe pour 2. Et à chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre engagée sur le champ de bataille. Très bien aussi, ça fait du ramp. Je pense que c'est une carte qui n'est pas encore assez utilisée d'ailleurs, l'épée de l'animiste. Alors certes c'est peut-être parce que c'est un équipement, du coup il donne juste +1 ok, certes, mais du coup ça pourrait être vraiment utile pour les decks qui ont besoin de ramper alors qu'on n'est pas dans les bonnes couleurs.
Alors, un de mes équipements préférés, c'est la dague de radiesthésie, qui coûte 2, et qui s'équipe pour 2. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, en fait, elle fait 2-0-2 sous le contrôle de l'adversaire, avec le défenseur. Ce sont des plantes avec le défenseur. La créature équipée gagne plus 2, plus 1. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez transformer la dague de radiesthésie en fait en Val perdu, qui devient un terrain qui fait 3 mana d'une seule couleur. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que bon, ça rentre pas mal, et surtout je pense qu'en commandeur multi, enfin en multijoueur de manière générale, la dague est beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile qu'en 1v1, parce qu'en 1v1 vous mettez 2 bloqueurs en face, ça va être compliqué. Là, plus 2, plus 1, sur Neheb déjà ça va être pas mal, parce que bon, ça en fait une 7-5, donc c'est pas mal non plus. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'attaquer le joueur qui a les plantes, vous pouvez attaquer un autre qui n'a rien, justement. Bon, donc du coup, autant en profiter, vu que, voilà, vous n'êtes pas forcé d'aller dans les plantes obligatoirement. Ensuite, on a les classiques, hein, l'anneau solaire, la pierre de l'esprit, on a le simulacre solennel aussi, qui permet d'aller chercher un terrain, d'aller le faire arriver sur le champ de bataille engagé, et en plus qui vous fait piocher une carte quand il meurt. Donc là, comme la pierre de l'esprit, c'est bien. Il nous faut de la pioche en fait en dehors de la capacité de Neheb, et justement c'est la prochaine catégorie. Toujours plus de pioches, parce que honnêtement, il y a des cartes qui sont très bonnes dans le deck. Là je vous avais dit, il y a un enchantement, voilà, l'escalade de violence, parfait, c'est une combo infinie si vous avez les éléments pour. Et du coup il nous faut beaucoup de pioches, il faut être sûr en fait qu'on ait suffisamment de cartes, et surtout les bonnes cartes, de manière à ce que Neheb puisse faire son job, et que éventuellement on puisse gagner la partie. Du coup, il y a la capacité de looting, voilà, toutes les cartes qui s'apparentent au looting. Je pioche autant, ou je défausse autant, et je repioche ensuite derrière. Du coup, on va passer sur ces cartes-là. On a la perspicacité magmatique, qui fonctionne très bien pour un rouge, avec une défausse de terrain. Très bien en late game, très bien en début de game si vous avez trop de terrain. Ça vous fait piocher 2 cartes. Le pillage sans foin, un grand classique aussi, vous piochez 2, puis vous défaussez 2, avec le flashback. Parfait. La voile lancinante, voilà, aussi un très très grand classique déjà, qui coûte 2 aussi, voilà, qui vous fait défausser une carte pour piocher ensuite 2 cartes. On a la supposition au hasard, en fait, qui est l'ancêtre de la voile lancinante, qui est juste en double rouge plutôt qu'en un générique et un rouge, et qui fait la même chose, voilà. Les retrouvailles cathartiques, alors là du coup aussi pour 2 mana, vous défaussez 2 cartes, vous piochez 3. Très bien. Et ensuite on a un terrain qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'asile de la chaîne de Gaïr, qui fait en fait en sorte pour 2 et vous l'engagez, chaque joueur pioche une carte et se défausse ensuite d'une carte. Très bien, très très bien. Donc voilà, ça fonctionne en plus pour les autres adversaires, ça peut les emmerder aussi de défausser, donc pourquoi pas. Ensuite on a les effets de Wheel. Alors les effets de Wheel généralement c'est... alors la Wheel of Fortune en fait, la roue du destin, enfin c'est pas la roue du destin en original, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Wheel of Fortune, en fait, qui faisait en sorte que tous les joueurs défaussaient leurs mains et ensuite piochaient cette carte. Ça, c'est l'effet Wheel original. Mais il a un petit peu été dévié parce que c'est pas... on peut aussi associer ceux qui font... Vous défaussez vos cartes et vous piochez autant que vous avez défaussé. Enfin, vous défaussez votre main et vous piochez autant que vous avez défaussé. Ça s'apparente à peu près à ça. Du coup, on a le Dévoreur de livres, une créature qui fait un peu comme Neheb, du coup, qui vous fait défausser de votre main. Enfin, si vous le souhaitez, hein, pas obligatoirement, quand il inflige des blessures. Et vous piochez autant de cartes. Voilà, donc un bon effet aussi, c'est bien aussi d'avoir une bête qui le fait avec le piétinement. Roue du destin, alors là c'est vraiment l'effet de la Wheel of Fortune, seulement en suspension 4, chaque joueur se défausse de sa main puis pioche cette carte. Le mage de la roue, une créature qui se sacrifie pour 2 et qui fait la même chose, chaque joueur se défausse de sa main puis pioche cette carte. Reforger l'âme, avec un coup de miracle, donc le coût normal c'est 5, c'est pas non plus extrêmement cher. Et le coup de miracle est à 2, donc si la première carte que vous piochez ce tour-ci, vous la révélez et vous pouvez la lancer pour son coup de miracle. Chaque joueur se défausse de sa main, puis pioche cette carte, très bien aussi. Le dragon mage, pareil, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, chaque joueur se défausse de sa main, puis pioche cette carte, parfait. Alors là, on a des petits effets un peu différents, on a la psyché en fusion, un rituel pour 3 qui lui dit que chaque joueur mélange les cartes de sa main dans sa bibliothèque, puis pioche autant de cartes, et avec un effet sur l'art des métaux. Si vous contrôlez au moins 3 artefacts, du coup, il inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre de cartes que ce joueur a pioché ce tour-ci. Et ça j'aime beaucoup, parce que si vous avez fait plusieurs effets de Wheel sur le même tour, et que vous avez la psyché en fusion disponible, et bah du coup derrière vous pouvez tout simplement mettre beaucoup de dégâts en fait à chaque adversaire. On a pareil la confrontation fatidique, un éphémère qui coûte 4, qui inflige à une cible, un adversaire, enfin n'importe quelle cible surtout, un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main, et ensuite vous, tout seul, vous vous défaussez de toutes les cartes dans votre main, et vous piochez autant. Donc là c'est pas tout le monde, c'est juste vous, bon c'est sympa. Pareil dans le côté on peut cibler qui va se défausser et qui va faire autre chose. On a Korvath's Fury, qui a été édité dans Battle Bond,
un rituel pour 5 qui dit que bah, vous choisissez pour chaque joueur s'il est ami ou ennemi. Les amis vont se défausser de toutes les cartes de leur main, puis piocher autant plus une. Pour les ennemis, en fait, bah, il va infliger autant de blessures que de nombre de cartes dans leur main. Donc du coup, ça peut être pas mal, en effet, si vous avez déjà fait piocher 7, enfin si vous avez fait un effet de will juste avant, bah du coup, vous pouvez faire en sorte que Corvatsuri, d'ailleurs, inflige au moins 7 à chaque adversaire, et vous repiochez, voilà, autant plus 1. Pas mal du tout. Ensuite, on a la pioche un petit peu plus normale, on a le familier de filigrane, qui lui fait piocher quand il meurt. On a la cloche du temple, qui fait, en s'engageant, piocher chaque joueur. On a Mikokoro, un terrain qui, pour 2, va en fait se faire piocher chaque joueur. C'est pareil tout simplement que l'asile, sauf que lui, c'est juste piocher et pas défausser en plus. On a un effet que j'aime beaucoup, c'est la carcasse mécanique combustible. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Tout simplement, quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé peut vous faire piocher 3 cartes. Mais s'il ne le fait pas, vous mettez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, et il inflige autant que le coût converti de mana total de ces cartes à ce joueur. Voilà, donc celui qui a décidé de ne pas vous faire piocher, eh ben, va le regretter. Donc moi j'aime pas mal parce qu'en plus bon, on a quand même quelques gros coups dans le deck, et surtout en fait en fin de partie ça peut aussi être un moyen de repiocher les cartes, parce que si on a un adversaire qui est déjà un petit peu au fond du trou, pour lui c'est soit il vous fait piocher les cartes, soit il a un gros potentiel de chance de mourir s'il a plus beaucoup de points de vie. Donc moi j'aime beaucoup et ça peut être un très bon moyen de repiocher les cartes. Ensuite, j'ai quelques cartes qui tournent autour de la pioche, qui ne sont pas des cartes de pioche à proprement parler, mais qui aiment bien en fait que vous piochez. On a le journal de Venser, un artefact pour 5 qui dit qu'il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans votre main, mais surtout qui vous fait gagner des points de vie à votre entretien pour chaque carte dans votre main. Donc très bien quand vous avez moyen d'avoir beaucoup de cartes en main. Donc du coup, bah, ça fait toujours plaisir de récupérer des points de vie derrière. On a le rampeur psychotique, alors lui c'est un de mes préférés. Une créature artefact en fait pour 5 qui va dire que bon, soit la force et l'endurance sont égales au nombre de cartes dans votre main, mais surtout à chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd 1 point de vie. C'est extrêmement fort quand vous pouvez wheeler plusieurs fois d'affilée, quand vous dites bah voilà, je vais faire 2 ou 3 fois, repiocher cette carte dans le tour, vous infligez 21 points de dégâts à chaque adversaire, ça fait assez mal aux fesses juste en ayant le rampeur psychotique sur le champ de bataille. Petite précision d'ailleurs, même si à un moment vous défaussez toute votre main et que vous repiochez, en fait, on ne vérifie pas la force et l'endurance du rampeur psychotique avant que l'effet soit terminé. C'est-à-dire, vous défaussez, vous repiochez, et ensuite on vérifie, est-ce que le rampeur psychotique a toujours de la force? Oui, en effet, puisque vous avez toujours des cartes en main. On ne s'arrête pas en plein milieu pour vérifier. Voilà. La tour du reliquaire, tout simplement, pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et ensuite, le top du top. Alors là, dans le deck, c'est vraiment énorme, je l'ai topé durant ma partie test, et je vous avoue que ça a fait des ravages. C'est les archives de la Marette. Un artefact légendaire pour 5, alors bon, il y a une partie point de vie, mais on s'en fout. C'est la deuxième partie de la même capacité qui nous intéresse. Si vous deviez piocher une carte, excepté la première pour que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Alors du coup, bah, évidemment, vous faites un effet de will, vous défaussez de votre main, vous repiochez cette carte, bah, à la page vous repiochez 14. Et puis bah, du coup, si Neheb lui aussi est sur le champ de bataille et qu'il arrive à attaquer, bah du coup vous pouvez aussi défausser, faire autant de mana, et du coup ensuite reprendre beaucoup plus de gaz en main. Si vous êtes en plus en double initiative pour Neheb, bah, c'est parfait, parce que du coup la deuxième fois, vous défaussez de vos 14 cartes et vous allez en reprendre 28. Ça devient vite très fort, et ça génère énormément de mana du coup avec Neheb. Donc du coup on en profite, et je vous avoue que ça a été extrêmement fort, c'était un kill, tout simplement. Alors bon, je vous ai parlé maintenant qu'on piochait beaucoup, qu'on défaussait beaucoup. C'est bien en soi, bah du coup on va chercher pour les bonnes cartes du deck. Et bah les bonnes cartes, voilà, je vous ai dit, hein, il y a les archives de la Marette, on a l'autre enchantement qui permet de faire des combos, enfin des phases de combat infinies, tant qu'il y a quelque chose à taper. Et d'accord, mais du coup, à un moment on va forcément se meuler. Voilà, puisque à force de piocher, eh ben, il n'y aura plus de cartes dans le deck. Mais justement, on va parler de recyclage aujourd'hui. Parce que le recyclage, mes enfants, eh bien c'est très bon pour le deck. Et justement, bah, ces cartes-là, ça fait aussi partie des cartes qu'on va finalement aller chercher avec nos sorts de pioche, et nos sorts de wheel, et nos sorts de looting. Alors ça paraît un peu con, parce que finalement on va chercher dans le deck des cartes qui vont faire en sorte de remélanger les cartes qu'on a défaussées pour aller les chercher. C'est un peu con, mais c'est aussi pour générer le mana à côté, n'oubliez pas, avec Neheb, et pour faire en sorte de piocher les bonnes cartes et pour trouver. En gros, c'est comme on peut pas tuto tout ce qu'on veut, et bah du coup à la place, on va piocher tout le deck, le remélanger ensuite. Voilà. Alors on a la canne de Feldon qui coûte 1, c'est un artefact, et en fait vous pouvez l'engager, l'exiler, et vous mélangez votre cimetière à votre bibliothèque.
Pareil, on a l'élixir d'immortalité aussi, pour 2 vous l'engagez, vous gagnez 5 points de vie, vous le mélangez lui et votre cimetière dans la bibliothèque de leur propriétaire, très bien, parce que l'élixir d'immortalité c'est un peu le meilleur de ceux que j'ai à vous proposer, puisque, ben, étant donné qu'il se remélange lui-même à la bibliothèque, vous êtes sûr de toujours l'avoir. Les 2 autres c'est pas le cas, et le dernier c'est un petit peu particulier. Le sablier perpétuel, donc un artefact qui coûte 2, alors la première capacité on s'en fout, elle met les 2 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Surtout, la deuxième capacité qui nous intéresse, vous payez 2, vous l'exilez, et vous mélangez n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Alors ça me plaît aussi, parce qu'il y a peut-être un moment, en fait, où vous n'allez pas avoir envie d'avoir des terrains à nouveau dans votre deck. Si vous avez meulé, enfin, si vous avez tout wheelé, en fait, dans votre cimetière, je pense que si vous avez 10 terrains dans le cimetière, vous n'avez pas forcément envie de les reprendre dans votre deck et de tomber dessus à un moment où vous avez envie d'avoir que les cartes actives. Donc du coup, le sablier perpétuel, il est bien parce qu'il vous permet de, pas de tout mélanger, mais juste de mélanger ce qui vous intéresse. Et du coup, ben, encore une fois, très bon choix pour ce genre de situation. Et le petit dernier, c'est le creuset des mondes. Alors je l'aime beaucoup parce que bon, bah tout simplement, si vous meulez de vos cartes de terrain depuis votre main parce que vous avez besoin de faire du mana avec Neheb, bah derrière vous pouvez les rejouer depuis le cimetière, c'est quand même sympa. Et personnellement, j'aime beaucoup cet effet-là. Alors, quoi d'autre? Parce qu'il faut quand même qu'on trouve un moyen de recycler ce mana. Il faut quand même qu'on fasse en sorte que ce mana il soit utile. Alors bon, on a les combos infinis certes, mais ça manque pour moi un petit peu d'autres solutions. Et du coup, j'ai trouvé quelques petites cartes, notamment 2 dragons. Déjà le dragon d'acier en fusion et le dragon Chivan. Tout simplement, qui peuvent pour un rouge, alors soit un rouge Phyrexian, soit un rouge tout court pour le dragon Chivan, faire en sorte de se booster, de gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors vous allez me dire, Erolim, c'est un peu con cette histoire, parce que, étant donné que Neheb fait son mana à partir de la phase d'attaque, enfin, à partir du moment où il inflige les blessures de combat, bah du coup, ça sert à rien de booster les dragons derrière. Oui, sauf que je vous rappelle aussi qu'on a donné pas mal de double initiative dans le deck, donc ça peut être assez utile. Plus l'initiative, c'est aussi pour ça que la mascarade stantienne est là. En fait, tout simplement, faire en sorte de déjà faire un coup, boum, avec le Neheb, faire du mana, et ensuite utiliser ce mana directement pour booster l'un de nos dragons. Qui plus est, il y a aussi le fait de pouvoir refaire une phase de combat derrière. Donc s'il y a moyen de refaire une phase de combat, et que, ben, comme on a défaussé plein de cartes, il nous reste plein de mana, et de le mettre dans la force de ces dragons, ça sera un très bon choix. Donc du coup, moi je mise plutôt là-dessus, c'est sûr, ça fait pas beaucoup de choix disponibles, mais je vous rappelle qu'on va piocher énormément, et donc du coup, vous avez un énorme potentiel en fait de revoir toujours les mêmes cartes, et généralement les meilleures pour pouvoir gagner la partie. Ensuite, il y en a un troisième dragon que j'ai rajouté dans la liste, qui me plaît beaucoup, c'est le dragon fondeur de butin. En fait, qui a une capacité pour 4 qui détruit l'artefact ciblé, et il gagne +X+0, X étant le coût de le convertir de cet artefact. Personnellement, j'aime pas, je sais pas pour le boost en fait, que je garde ce dragon. C'est pour le fait de détruire des artefacts. Parce que les artefacts chiants en commandeur, il y en a des tonnes, je pense que vous avez pas mal l'idée en tête déjà. Donc du coup, le fait de pouvoir pour 4 détruire les artefacts qui peuvent nous déranger, je pense que ça se paye, hein, tout simplement. Et alors, que faire de tout ce mana aussi? Eh ben j'ai une autre solution, c'est le saut du casseur de couilles. C'est tout simplement le décret d'annihilation. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez faire suffisamment de mana rien qu'en défaussant de votre main avec la capacité de Neheb, pourquoi est-ce que vous iriez vous emmerder encore à avoir des terrains? Et pourquoi est-ce que vos adversaires auraient encore le droit d'en avoir, surtout? Donc du coup, moi, le décret d'annihilation, bon, c'est un rituel pour 10 qui est censé tout exiler, en fait. Mais honnêtement, on s'en fout. On l'utilise, en fait, pour son coup de recyclage, qui en plus va nous faire piocher, très bien, pour 7, du coup, dans 2 rouges, qui fait que quand vous recyclez le décret d'annihilation, vous détruisez tous les terrains. Bon, certes, il y a quelques terrains destructibles qui existent, en commandeur, bon, voilà, ça va être vite vu. Hein. Je veux dire, si vos adversaires restent avec un mana sur le champ de bataille, c'est pas non plus exceptionnel. Qui plus est, les manas qu'ils peuvent faire, généralement, c'est terrain, c'est l'incolore. Donc bon, je ne m'attends pas non plus à grand chose. Mais honnêtement, bah voilà, du coup, le décret d'annihilation, je pense qu'à partir du moment où vous avez réussi à être suffisamment en avance, à faire vos 7 mana, bah, le fait de refaire derrière le coup de cycling, donc du coup vous reprenez une petite carte en main, et puis bah, tout simplement vous détruisez en fait toutes les sources de mana des adversaires, mais pas la vôtre. Parce que tant que eux peuvent pas mettre un défenseur, ce qui va être très compliqué sans mana, soyons honnêtes, et bah du coup, de l'autre côté, vous pouvez continuer à défausser, repiocher, faire du mana, et du coup, bah, vous pouvez relancer des cartes à nouveau, et ça posera aucun problème pour vous. Voilà.
Donc du coup, décret d'annihilation, vraiment quand vous êtes dans la meilleure des positions pour vraiment l'affirmer, et en fait, bah c'est simplement mettre fin à la partie. Alors je vous ai parlé un petit peu de la folie aussi dans mon analyse de Neheb à la base, et ben j'ai décidé de mettre quelques cartes là, voilà, des cartes sympas, et une pour moi qui sort du lot. Alors bon, on va commencer tranquillement avec le tempérament fougueux, donc du coup qui est censé faire 3 blessures à n'importe quelle cible, mais du coup en coup de folie pour 1 rouge c'est plutôt pas mal, ça permet aussi, alors je rappelle quand même la folie, c'est pas forcément sur la capacité de Neheb que je voudrais l'utiliser. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a beaucoup de capacités de looting, de capacités de wheel, je pense que dans ce genre de capacité-là, vous pouvez du coup activer le coup de folie de ces cartes, puisque bah déjà il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, en fait, par exemple, infliger 3 blessures à une cible, ça peut aussi être un moyen, par exemple, de détruire un bloqueur qui aurait pu emmerder Neheb. Ou tout simplement faire en sorte d'infliger quelques blessures pour que Neheb ensuite, s'il attaque, et ben en fait, les blessures supplémentaires, elles vont passer au-dessus. Et que du coup, ça lui permette de gérer en fait un bloqueur. Voilà, et de quand même faire sa capacité derrière. Il y a aussi la Guivre téméraire, voilà, une 4-4 pétinement, folie 3, donc bon, je pense que c'est assez intéressant pour ça, bon, c'est un body plutôt sympa. Ensuite, mon préféré en fait c'est le jugement selon Avacyn, avec un coup de folie X plus un rouge. Alors normalement il est censé infliger 2 blessures réparties comme vous voulez entre n'importe quel nombre de cibles. Mais en fait, si jamais c'est X plus rouge que vous avez payé, eh bien en fait, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez. Et si vous arrivez en fait à faire du mana infini, en fait en gros à partir en combo vous arrivez à faire beaucoup de mana, ou tout simplement que bah voilà vous avez défaussé 28 cartes parce que vous n'avez pas arrêté de wheeler sourcils, et que bah du coup Neheb il dit ouais voilà bah, j'ai 28 cartes qui sont parties au cimetière, bah voilà, je vais vous faire 28 mana. Et bah du coup vous pouvez éventuellement one-shotter un adversaire qui a déjà pris quelques coups auparavant, et ou alors gérer la plupart du board en fait, tout simplement. Ça peut être un race board si vous avez suffisamment de mana. Et du coup, je pense que c'est un très bon moyen de gestion, en fait, finalement, avec les blessures qu'il va du coup infliger. Et un petit bonus, c'est le chuchotement maléfique, voilà, bon, qui contrôle une créature, hein, il lui donne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Le coup de folie est équivalent au coup de mana, donc bon, c'est plus pour pouvoir l'utiliser éventuellement, si vous faites tout simplement une voix lancinante, voilà, voix lancinante plus chuchotement maléfique, que demande le peuple, je ne sais pas. Alors il nous faut un petit peu de protection quand même pour Neheb, parce que étant donné que c'est le centre de notre stratégie, c'est impossible de le laisser mourir, parce que enfin, si vous pouvez le laisser mourir une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment ça va être beaucoup trop cher pour vous, vous ne pourrez plus payer Neheb pour qu'il vienne faire son job, donc du coup autant essayer de le protéger dès le début, et pour ça évidemment on a 2 classiques, c'est les jambières d'éclair et les bottes de pied d'agile. Voilà, linceul, célérité d'un côté et défense talismanique, célérité de l'autre. Donc encore une fois, la célérité, c'est très bien, et de la protection. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris, en fait, quand j'ai vérifié les prix. C'est tout simplement à quel point le prix peut être différent, juste parce que le coût d'équipement n'est pas de 1, mais de 0. Donc voilà, vous comparez un petit peu entre les deux, là, vous voyez. Oui, ça fait un peu bizarre, hein, quand même. Ensuite, l'une de mes protections préférées, c'est une carte que j'avais dans ma collection et que je voulais absolument jouer. Et elle a trouvé une bonne place, là, c'est la porte du dolmen, un artefact pour 2 qui prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux créatures attaquantes que vous contrôlez. Alors du coup pas bloqueuse évidemment, sinon ça serait un petit peu trop débile, mais j'aime beaucoup du coup ce fait de, tout simplement d'esquiver tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que j'ai eu le coup, hein, en fait je l'ai joué moi la porte du dolmen dans mes parties test, et en fait il y a un de mes adversaires qui disait oui je l'ai bloqué avec ma 5-5 Neheb. Oui, mais sauf que du coup ça trade pas, parce que moi ma 5-4 en fait on prévient les blessures de combat. Donc t'es là, Pour les decks très agressifs, la porte du domaine elle est bien, si jamais vous voulez en avoir plusieurs, ou si vous en avez, je vous conseille éventuellement de vous pencher un petit peu dessus. Alors j'ai quelques cartes diverses, honnêtement je suis pas trop chaud sur ces cartes là, c'est des cartes que j'ai mises plus pour un peu de gestion, un peu de trucs, un peu de bidule. C'est pas la stratégie même du deck qui est dans ces cartes-là, c'est juste un petit bonus pour faire en sorte que la stratégie fonctionne. Voilà. On a tout simplement Gamble, risque tout en français il me semble, un rituel qui, pour un rouge, qui va chercher n'importe quelle carte dans votre deck, mais en plus qui vous demande de défausser au hasard une carte ensuite. Donc c'est un petit peu risqué, mais pourquoi pas. Après tout en rouge on n'a pas tellement de tutos qui existent, Gamble est l'un des seuls qui existe tout simplement, et qui vaut le détour généralement. Ici je vous ai mis le prix en anglais d'ailleurs, puisque il a été réédité dans Ultimate Masters et aussi dans Eternal Masters il me semble. Et du coup en fait la version originale, c'est le bloc Urza, elle coûte très cher en français. Donc du coup autant se pencher sur une version anglaise beaucoup moins chère.
On a la distorsion chaotique, un sort de gestion pour 3 en éphémère, voilà, qui gère les permanents, donc c'est plutôt pas mal, c'est un grand classique du Commander comme d'habitude, donc moi j'aime beaucoup. Un autre sort de gestion, on va dire, c'est un enchantement pour 6, c'est le bombardement incertain. Là je l'ai plus mis pour le LOLs, je vous avoue. C'est voilà, bon, vous choisissez des permanents, et quand il arrive sur le champ de bataille, et en fait vous allez détruire 3 d'entre eux au hasard au fur et à mesure de vos étapes de fin. Donc voilà, ça peut être sympa, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Un autre sort de gestion en rouge, alors celui-là ça m'a étonné, mais c'est vrai que je pense que ça a sa place, c'est mort et enterré, étant du coup un double sort. D'un côté mort pour un rouge en éphémère qui met 2 à une créature, ok, bof. Et enterré, pardon, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est un éphémère pour 3 dont un rouge, qui renvoie la créature ciblée que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Très bien du coup pour Boonsay en rouge, je vous avoue que c'était assez étonnant. Et bah du coup moi je me suis dit pourquoi pas la tester dans ce deck là, pourquoi pas tenter et voir ce que ça peut faire face à des decks où il y a des créatures qui peuvent vraiment nous déranger. On a aussi Stolen Strategy qui est aussi édité dans Battlebond, un enchantement pour 5 qui vous permet en fait au début de votre entretien d'exiler les cartes du sud des bibliothèques des adversaires et de pouvoir les jouer ce tour-ci comme avec n'importe quelle couleur de mana. Donc du coup bah écoutez, moi je le trouve sympa et je pense que ça vaut le coup de le mettre dans le deck pour avoir un petit peu de ressources supplémentaires, surtout venant de la part des adversaires. On a aussi Grenzo Havoc Raiser, une Conspiracy 2, une créature légendaire gobelin et gredin pour 2 rouges. Et quand une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous choisissez un, soit vous incitez une créature qu'un adversaire contrôle, donc elle doit attaquer l'eau jusqu'à votre prochain tour, mais en plus quelqu'un d'autre que vous et vos Planeswalkers, donc pas mal du tout. Ou alors vous exilez la carte de la bibliothèque de ce joueur, pardon, et jusqu'à la fin du tour vous pouvez la lancer et dépenser n'importe quelle couleur de mana pour la lancer. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup Grenzo, parce que bah du coup avec Neheb, c'est encore une ressource supplémentaire, c'est que Neheb va infliger des blessures, faire du mana, et du coup derrière, s'il y a Grenzo sur le champ de bataille, bah vous pouvez jouer la carte du dessus de la bibliothèque de ce... Enfin vous pouvez lancer la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, avec le mana que vous avez produit du coup, donc c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas beaucoup de ressources en main, ou que vous n'avez pas trop trouvé de trucs intéressants. Du coup, Grenzo, ça vous donne de la ressource en plus. Et le petit dernier, c'est Valakut, la cime en fusion, un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé. Chaque fois qu'une montagne arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 5 autres montagnes, eh bien vous pouvez faire en sorte que Valakut inflige 3 à n'importe quelle cible, et ça fait du rouge. Voilà. Pas trop dans la logique du deck, mais c'est plus parce qu'on est sur un mono rouge, donc pourquoi pas. Alors, je vous avais dit que c'était un deck budget. Alors là, au total, en fait, avec tout ce que je vous ai dit, il y en a pour 77,47 €. Honnêtement, je vous avoue qu'il y a 3 cartes qu'on peut enlever pour moi, qui ne sont pas essentielles, enfin, pas proprement parler. Valakut peut être enlevé. L'ancienne tombe peut être enlevée aussi, même si c'est un peu gênant. Et Nykthos aussi, même si c'est... voilà, ça pourrait vous aider en fait, quand vous êtes un peu dans la merde, mais bon, c'est pas forcément le top du top. Donc du coup ces 3 terrains là finalement ils peuvent être enlevés, et à eux seuls ils font quasiment la moitié du budget, ils font 30 € dans le budget, enfin 29 € exactement dans le budget, et du coup on se retrouve avec un total de 48,47 € rien qu'avec ça. Alors je vous déconseillerais en fait d'enlever les autres cartes qui coûtent un peu cher, bon peut-être le creuset des mondes si jamais vous l'avez pas, voilà, que vous voulez pas faire de dépenses, mais honnêtement déjà c'est un deck qui tourne très bien, qui, pour les tests que j'ai pu faire, en fait, tout simplement, vous arrivez très souvent à piocher une bonne partie de votre bibliothèque, à trouver les ressources qu'il vous faut, à faire en sorte que du coup, Neheb, pardon, pas Ténèbres, Neheb soit plus efficace encore, parce que du coup, comme vous piochez plus, vous avez plus de, vous voyez passer les ressources, que vous pouvez les jouer du coup, en plus avec du mana que vous générez parce que vous avez défaussé, on est avec Neheb sur un super effet wheel en fait. C'est voilà, vous générez en plus du mana que vous avez que vous remplacez les cartes dans votre main. Donc du coup, cet effet-là, il permet en fait de le rendre encore plus fort derrière si vous tombez sur les bonnes cartes. Et honnêtement, généralement, vous tombez dessus, parce qu'à force, avec les cartes que vous avez qui le font aussi, qui vont piocher défausser, piocher, défausser toute votre main et repiocher ensuite derrière, les augmentations au niveau de la pioche avec les cartes qu'on a vues. Honnêtement, ce deck, il est stable. C'est assez impressionnant de voir un deck stable, alors qu'en fait, les pièces, elles sont un petit peu éparpillées dans différentes catégories, et elles sont pas super nombreuses non plus. Mais juste, la catégorie la plus grosse, c'est celle des sorts qui vous font looter ou wheeler. Et du coup, ça fait que le deck, en fait, devient extrêmement stable derrière, parce que plutôt que d'avoir 36 tutos, en fait, j'ai beaucoup de sorts pour piocher. Voilà.
Après, au niveau de la courbe de mana aussi, tiens, je regarde ça en plus, parce que bon, je sais que vous êtes friand de ceci comme statistique. Ah ah. Tout simplement, la courbe de mana, elle est pas dégueulasse du tout. Hein. Honnêtement, la plupart des... Enfin, les 3/4 des cartes... Enfin voilà, on a 19 cartes qui sont au-dessus de 4 de mana, tout simplement. Qui sont à 5, 6 et 7 et plus. Et tout le reste, donc du coup... voilà, je vais pas faire les comptes tout de suite. Mais en gros, tout le reste... sont en fait à 4 de mana et moins. Donc du coup moi je trouve ça assez intéressant. Alors après vous regardez dans les types de cartes, il n'y a pas beaucoup de créatures qui sont présentes. On en a 16 seulement. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu en fait qui sont là pour bourrer. Neheb est vraiment le centre du deck. On est plus autour des artefacts mine de rien. Et bah évidemment tous les sorts d'éphémères rituels pour piocher et défausser bien sûr. Donc bah écoutez. Moi ça a été un plaisir de jouer ce deck là, je vais continuer à le tester. Si vous avez d'autres idées de deck comme ça, enfin d'autres idées de deck sur des commandants que vous voulez voir dans l'extension ici de la guerre des Planeswalkers, bah, n'hésitez pas à le dire aussi. Si vous avez des idées pour le deck ici Neheb, bah dites-le aussi, hein, si jamais vous avez des ajouts, une autre façon de le jouer, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir peut-être d'autres manières, ou de construire un deck, le deck de manière un petit peu différente, pas forcément que autour de Neheb. Voilà, j'ai fait vraiment Neheb le super champion, hein, voilà, c'est notre super champion à nous. Donc du coup, voilà, je l'ai mis un peu au centre du deck, enfin un peu beaucoup même. Donc voilà, je veux bien vos avis là-dessus pour voir si ça vous plaît aussi, si vous avez envie de le monter juste pour le fun, ou si vous avez d'autres idées pour lui ou pour d'autres commandants. N'oubliez pas du coup le concours dans la description, il est disponible, vous avez jusqu'à fin mai, donc ne le ratez pas, ce serait dommage, faites-le tout de suite comme ça c'est fait. Et ensuite, bah, n'oubliez pas aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc la tour de commandement sur Facebook, la tour de commandement, pardon, tour de commandement, pas la tour de commandement, donc, et sur Twitter, tour de com avec 2 M. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi, @eronymfr, et sur Facebook aussi, @eronym. Et notre adresse mail, toujours pareil, tourdecommandement@gmail.com. Si jamais vous avez des suggestions, des idées pour faire des deck tech, des decks mentors, voilà, des choses, des questions que vous voulez poser, etc., des trucs qui sont un petit peu plus longs que ce que vous pourriez écrire sur YouTube, que vous voulez vraiment avoir une discussion avec moi en particulier sur un sujet, donc, et voilà, je vous invite à nous rejoindre par mail à cette adresse-là. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et puis salut à tous, bye bye.